Bonjour à toutes et à tous. Donc on va travailler sur le design thinking. Mes interventions dans l'entreprise, c'est pour aider un chef de projet à pouvoir discuter et communiquer avec des interlocuteurs très différents qui vont être de la logistique, qui vont être de l'informatique. C'est comment sur un projet on va pouvoir échanger. Et puis aussi en ce moment sur tout ce qui est digitalisation. Donc, c'est des changements de comportement et comment est-ce qu'on peut accélérer les choses. Voilà, je serai à votre disposition si vous voulez me poser plus de questions. Le design thinking, c'est Stanford, dans les années 50, et le but, c'est de se centrer sur l'utilisateur. Donc des solutions innovantes par l'humain, pour l'humain, mais quand on parle de solutions innovantes, ça peut être aussi une nouvelle manière de mettre en place un logiciel en interne. Ça peut être en interne et en externe. Donc c'est l'utilisateur qui va être concerné. La politique d'Apple, par exemple, a toujours été centrée sur l'utilisateur par rapport au PC traditionnel. Donc depuis maintenant les années 84-85, ça a toujours été la volonté de se centrer sur qu'est-ce qui ferait plaisir à un utilisateur. Ça va le terme d'utilisateur, pas de client, hein. C'est-à-dire on peut avoir une démarche externe, le client sera appelé utilisateur, mais on peut aussi innover à l'intérieur, et ça sera toujours l'utilisateur. Est-ce que l'ingénieur a envie de se mettre sur le développement de tel ou tel logiciel vis-à-vis de ses collègues? Donc, des solutions innovantes par l'humain, pour l'humain, et pourquoi est-ce nécessaire, notamment en France? Parce que notre culture, elle est plutôt pyramidale. C'est-à-dire que tout ça nous vient aussi du catholicisme, où il faut 365 saints pour s'adresser à Dieu. Donc il y a une vision de l'échange qui est pyramidale. Il y a le chef, alors qu'on doit être de plus en plus sur l'innovation, sur une culture de l'échange non hiérarchisée. C'est-à-dire la capacité à pouvoir échanger et enlever les freins, et de se dire ça, je ne dois pas le dire, c'est con. Donc on est à un moment donné sur la phase brainstorming, bien évidemment, mais qu'on veut rendre active. On veut que ça fonctionne. Donc la relation à l'autorité est complètement différente. C'est vraiment l'objectif, c'est d'amener les gens à être à l'aise avec l'idée d'élaborer leurs pensées en utilisant des formes simples, puis d'utiliser le dessin comme démarreur de conversation. C'est-à-dire qu'on va avoir soit des notings, des choses très rapides, aussi bien avec des post-it que sur des schémas très précis pour arriver à mettre au point les idées. Donc, réunir des personnes aux métiers différents avec un langage commun, c'est ad hoc que ça se fait, c'est-à-dire c'est réunir tout le monde et pouvoir faire avancer le schmilblick. En évitant que ça passe par des strates et des strates. C'est un peu l'esprit start-up, si on peut dire. Ça doit vous aider à avoir un esprit start-up et de remonter les informations comme il faut. Donc il existe de plus en plus des manières de configurer des salles de manière innovante et originale. Là, vous avez par exemple, rue de la Boétie, l'Open Café, où il y a des CODIR, des COMEX. Donc c'est déjà de faire changer d'état d'esprit par l'environnement et d'offrir la perspective d'émettre des idées dans un cadre différent. Alors le collaboratif, c'est communiquer, c'est mutualiser, c'est concevoir, c'est confronter ses idées,
c'est co-créer. Alors c'est tout un programme intéressant sur le papier, mais qui s'avère très difficile lorsque on doit échanger. C'est ce qu'on va appeler des icebreakers, c'est comment on va arriver à casser la glace pour faire avancer. Donc le pouvoir des images et des notes écrites sous forme de visual thinking. Et c'est comment on va faire réfléchir de manière innovante. Alors, vous connaissez l'impact du cerveau droit et du cerveau gauche? Vous avez vu? Vous connaissez? Oui? D'accord. Donc, le cerveau droit, c'est tout ce qui est image, c'est tout ce qui est impact, on y reviendra. Le cerveau gauche, c'est plutôt notre côté très carré, très cartésien. Et puis, il y a le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien. C'est-à-dire qu'on a vite fait de prendre des tours ou de s'énerver quand c'est la partie animale qui va se mettre en route. Or, on va la mettre à contribution, cette partie animale, on va voir comment. On a des réponses émotionnelles, il y a même beaucoup d'ego lorsque un chef de projet réunit différents acteurs. Il peut y avoir des guerres d'ego, il faut essayer de les éteindre, de les abaisser. C'est-à-dire que chacun va essayer d'avoir son idée ou une vue de l'esprit. Un informaticien ne réagit pas comme un logisticien. Ce n'est pas les mêmes façons de traiter le problème. Donc, quand à un moment donné, l'un prend le pouvoir sur l'autre, celui qui n'a pas le pouvoir va se mettre en mode dégradé. Dégradé, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner le plein potentiel. Je dis, bon, bah, qu'il y aille tout seul. Donc, nous avons la persuasion et la séduction. Vous avez la valeur logique d'un argument et la valeur affective. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand vous n'êtes pas concerné? Vous vous dites, bah, avec le cerveau gauche, c'est mon chef, il faut que je l'écoute. Voilà, poum. Vous avez envie d'aller fumer une clope, de vous dire, ça commence à bien faire là. Et puis, vous partez dans des rêveries. C'est-à-dire que vous allez vous échapper, vous allez penser à des trucs, on va le voir encore tout à l'heure, et vous n'êtes pas optimum par rapport à ce qu'on demande. Vous allez décrocher. Et surtout, si ce n'est pas votre mode de pensée, encore une fois, si ce n'est pas la manière que vous avez de penser avec tel acteur d'un projet. Donc, il va falloir les mettre à contribution. Donc, on a bien l'hémisphère gauche qui est la conviction, c'est la valeur logique d'un argument. Si je vous dis, en parlant d'une lessive, Homo est constitué de 50% de typoles auquel on ajoute un acide enzymatique qui permet à ce moment-là, au bout de 10 secondes, tout le monde va décrocher. Avec l'hémisphère droit, en persuasion, je vais vous dire Homo lave plus blanc, ça ne veut rien dire, mais c'est ce qu'on retient. Donc il va toujours y avoir la bagarre entre l'ingénieur et finalement le pubard. Or, on va essayer de faire les deux. On va essayer de designer l'idée, de la mettre en scène, donc de réunir les deux et de pouvoir mettre en route ce côté à la fois technique et affectif, faire adhérer les personnes qui sont là. Donc de les rendre dans un engagement et qu'ils avancent avec vous. Donc, alors ça, qu'est-ce que c'est à votre avis? Oui, mais qui consiste à dire qu'il y a un moment où on écoute et toutes les 20 à 30 secondes, vous décrochez. Or, l'image va vous aider à moins décrocher. Ce n'est pas que vous n'allez pas décrocher, c'est que ça va moins décrocher. Normalement, PowerPoint, c'est fait que pour faire des dessins. C'est devenu maintenant des diarrhées verbales. Non, c'est de mettre en place des dessins. Et sachez que quand vous êtes plusieurs, eh bien, il n'y a parfois pas de synchronisation. Donc, l'image, le visual thinking, va vous aider à ce qu'on regarde en même temps et penser en même temps les mêmes choses. Donc, ça va s'avérer très important.
Donc, aussi la posture. Quand vous voyez des salles comme tout à l'heure, celle de l'Open Mind Coffee, le fait d'être sur scène et d'être un chef de projet qui va animer comme on va le faire tout à l'heure, ça vous demande de vous investir physiquement. C'est là où on va attaquer le cerveau reptilien. Au plus vous voulez que les gens bougent dans leur tête, au plus il faut leur faire bouger leurs fesses. Sinon, vous allez avoir une espèce d'englument. Donc c'est comment on va mettre en route, encore une fois, cet engagement. Donc, on veut toucher tout le cerveau. On est bien sur un partage de vision, l'engagement, l'innovation et l'inspiration. C'est-à-dire que vous soyez un leader inspirant. Un leader inspirant, c'est celui qui va amener le chef de projet à ce que les gens adhèrent à ce qui est fait. Alors, ce qui change, c'est une méthode d'animation collaborative et itérative. Itérative, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à revenir en arrière. On met bien en place le fait que les personnes présentes adhèrent à ce qui est présenté, et s'il y a des gens qui semblent ne pas comprendre ou qui décrochent, eh bien, on fait une marche arrière et on va les chercher. D'accord? Donc on boucle, on n'est pas dans un profil, la ligne droite de A à B, on y va, on avance, et tant pis si on ne me comprend pas. Donc on revient et on n'a pas peur d'affiner, on n'a pas peur vraiment de faire en sorte que ça s'emboîte. Alors les étapes, il faut ce côté icebreaker, casser la glace entre les participants. Alors il y a plusieurs manières, par exemple sur des CODIR avec le digital, je vais interviewer les différentes personnes du CODIR avec une petite vidéo qui prend vraiment l'interview, ça prend 5-6 minutes, histoire de leur demander de préciser leur vision. Qu'est-ce que c'est pour eux le digital? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Et si vous n'y allez pas, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, c'est de faire un montage qui montre toutes les expressions des participants. Ça fait gagner un temps fou lorsque on va les réunir pour prendre des décisions, encore une fois, pour l'engagement. Ce qui est important, c'est comment on engage les personnes en face. Ou, donc dans une manière originale pour l'innovation, vous demandez à chaque participant d'exposer sa vision sur l'innovation. Chaque point est pris en note graphique. En général, on apprend à répondre aux questions à un examen. Il n'y a aucune formation qui vous apprend à poser les bonnes questions. Et ça, c'est très important. Alors, il y a un type qui s'occupe de ça, c'est Frédéric Lassès. Il fait pas mal de conférences sur la façon de poser les questions. Il est évident que cette manière d'aller chercher la question va nous donner un résultat très différent. Oui, quand on pose une question, on attend la confirmation de notre vision du monde. Très souvent, on est enfermé. Le dessin permet de ne pas s'enfermer dans cette carte mentale, d'être out of the box et de voir comment est-ce qu'on peut justement chercher des innovations dans la manière d'échanger. Alors, un participant, nos produits sont obsolètes. La question classique, pourquoi dites-vous ça? Vous voyez, c'est presque l'interrogatoire. L'autre, c'est quelles sont les hypothèses qui vous permettent de conclure à ça. Donc, ça fait travailler le côté créatif d'une manière complètement différente. Et on revient sur, à la fois, une façon de brainstormer. Ça va, cette différence? Donc, sachez que c'est un apprentissage sur lequel on doit mettre l'accent. On ne sait pas questionner. Là encore, la culture, l'Inquisition, hein. On posait une question, c'était simplement est-ce que tu crois en Dieu? Donc si on répondait mal, bourreau, casse-lui les membres, ou sinon il fallait répondre que oui, point barre. Ça va? Donc on n'est pas du tout habitué sur cette pratique de l'échange. Aux États-Unis, par exemple, vous êtes noté sur le nombre d'interventions et de participations que vous faites, aussi idiote soit-elle.
En France, c'est grand oral. On ne dit pas n'importe quoi. Donc on a une trouille folle de se lancer. Chaque fois que vous allez émettre une idée nouvelle, c'est une prise de risque et c'est comment on ne va pas se disqualifier, comment on reste crédible avec cette prise de risque. Le problème que j'ai à résoudre dans les entreprises avec la culture ingénieur, c'est qu'on cherche le 20 sur 20. Grand oral, on n'a pas le droit, alors que non, on vous a dit que c'était collaboratif, là, aujourd'hui, au XXIe siècle, et itératif, et on doit ajuster au fur et à mesure. On ne peut pas avoir la réponse, avec la somme de données qu'il y a, on ne peut pas avoir la réponse immédiatement. Donc c'est comment on va travailler en interéchange. La cible, se mettre en empathie avec l'utilisateur final. Là encore, si vous développez un logiciel pour une entreprise, il y a une culture, il y a une manière de voir ce qui s'est passé avant. Il faut vraiment vous concentrer sur l'utilisateur. Est-ce que vous adressez aussi à des jeunes, à des plus vieux, à un ensemble de gens, et donc comment est-ce qu'ils vont l'utiliser? Donc on se centre bien, avec empathie, sur l'utilisateur final, et donc sur le côté cerveau droit, et non pas simplement cerveau gauche. Mise en scène des idées. La capacité à mettre ensemble les personnes pour émettre un certain nombre d'idées, donc la phase brainstorming, bien sûr, mais tout de suite, on veut les mettre en action. C'est comment on va, dans cette mise en scène d'idées, comment est-ce qu'on va arriver à regrouper et à avancer, mais toujours en interaction, collaboratif et itératif. On n'est plus, rappelez-vous le schéma de tout à l'heure dans la pyramide, où, allez, je lance mes idées et qui même me suivent. Donc on ne peut pas rester là-dessus. Alors l'animateur, il doit orienter, structurer, il doit être neutre et bienveillant, ne pas commencer à dire t'avais aucune idée tout à l'heure, hein? Quand même, pour un. Donc c'est là où ça casse. Donc c'est comment est-ce qu'on doit faire ou mettre en route ces icebreakers, arriver à rompre la glace et faire en sorte que vous puissiez vous exprimer. On va voir comment on peut le faire. Donc impliquer de manière ludique. Là encore, il y a des tableaux interactifs, un peu comme un grand iPad. Toutes les petites notes sont mises là et on s'amuse à les bouger. Et ça donne, dans le fait que ça soit mouvant, quelque chose justement de non rigide, et ça permet l'interaction. Et à tout moment, vous pouvez vous retrouver à agir et interagir. Donc c'est bien de classer les idées ensemble, avec qui fait quoi, quand, comment, combien, pourquoi. Par exemple, un SWOT interactif est intéressant, c'est-à-dire quelles sont les forces qui peuvent être mises en place, utilisées. Alors il y a des outils qui sont issus de la CNV, sans aller trop loin, de la communication non violente, qui permettent de faire s'exprimer vraiment tout le monde. La communication non violente, ça vient des années 60, en sorte que des portoricains dans les années 60 ne tuent pas, ça se passait à coup des Cubains. C'est comment on pouvait offrir un échange et faire en sorte que les gens s'expriment en dehors de la haine. Ça a donné la négociation raisonnée, 15 ans plus tard. Je ne sais pas si vous connaissez, Getting to Yes, et ça a donné la médiation. Et moi, je me sers beaucoup des outils de la médiation pour les chefs de projet. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à faire parler les personnes, comment est-ce qu'on est bienveillant avec elles. On a dit tout à l'heure orienteur et bienveillant. C'est la qualité que vous aurez en tant que chef de projet aussi, à faire remonter l'information. Mais là, cédé par le dessin, ça donne beaucoup de possibilités. Alors, là, des supports visuels autres que la ligne droite. C'est-à-dire que quand on veut aller de A à B, on a tendance à
tailler l'autoroute. Non, il va y avoir des obstacles. Des obstacles qui sont symbolisés par les petits cônes qui sont là. Quels sont les différents obstacles auxquels on va être confronté? Lorsqu'un chef de projet a mis toutes ses idées et tout son ventre, et que ce n'est pas forcément retenu par une direction, en général, on a tendance à s'aborder. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien, il faut faire le deuil de toutes ces idées. Et puis l'autre truc aussi qui est très important, qui n'est pas du tout dans les mentalités françaises, c'est un plan B. Le plan B, très souvent, il n'est pas établi de la part des ingénieurs parce qu'ils ont l'impression que ça disqualifie ce qu'ils ont mis en place d'une manière certaine en plan A. Non, au contraire, ça renforce le plan A. Ça ne marchait pas, quel serait votre plan B? Donc ça fait vraiment travailler en créativité, à la fois en brainstorming et en possibilité de faire avancer les choses en commun. Quand on fait un premier tableau de synthèse, vous voyez le mot qui est à droite, là, c'est le mot défi. Là, ça parle aux gens. C'est-à-dire qu'on va re-rentrer dans son rôle, ce que vous venez de dire, en même temps de dire, mais ok, il va y avoir un défi. Et là, ça mobilise le côté plutôt euro chez chacun d'entre nous, et d'y aller. Quel va être le défi? Vous voyez, quand on parle de l'humain à l'humain, c'est cette notion de cœur où l'on va mettre ses tripes, son corps, son investigation, en tout cas, pour y aller. Donc, de refaire une petite synthèse itérative. Vous avez là les ajustements, peut-être que c'est trop petit, vous ne le voyez pas. S'il y a un échec, comment est-ce qu'on dépasse? Donc on refait un petit tour de sélection, toujours dans le mot itératif, où on n'a pas peur de revenir en arrière. Surtout, il ne faut pas avoir peur, parce que le vieux management, c'est « bon, bah, je l'ai dit, ça va, quoi. Ceux qui ne comprennent pas, ils sont cons. » D'accord? On a très peur de faire une machine arrière. Cet état d'esprit prépare au management et au concept de l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est qu'on donne le pouvoir pratiquement aux employés, où il y a une propre décision, même l'organisation du temps de travail. Pourquoi? Parce que ça vient, encore une fois, des utilisateurs. Utilisateur, c'est j'utilise l'entreprise, et c'est moi qui vais mettre mon organisation avec d'autres en commun. C'est bien que ce n'est pas imposé. On innove dans la capacité à pouvoir mettre ça en route et en place. Donc ça change encore le rapport de hiérarchie, c'est oser prendre la parole sans s'en prendre plein la gueule. Ça va cette notion de oser prendre la parole sans prendre plein la gueule. Alors, un manager inspirant, c'est un manager créateur d'innovation, accompagnateur de progression, un manager au service de son équipe et non l'inverse, et un manager garant de la liberté dans son entreprise. On est bien là sur l'interaction et sur la réflexion en commun. C'est comment on va pouvoir inter-échanger et amener des gens à s'exprimer pour mettre en place des solutions. Alors, visual thinking, ça permet de garder les choses en tête. C'est-à-dire que sinon, c'est hyper compliqué quand vous voulez faire une restitution de réunion ou d'un projet. Il y a tellement de notes que c'est hyper complexe. Donc, c'est la capacité que vous aurez à les regrouper. C'est mettre en scène ces idées. C'est en fonction de ce qui est dit, ok, ça, on fait comment? Pour parler de l'organisation et de l'accompagnement de l'organisation. Et toujours sans oublier l'obstacle. Alors, qu'est-ce que ça change dans le quotidien? Ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que si vous avez des réunions qui tournent en rond et qui s'enlisent, la représentation graphique est une aide utile pour faciliter la réflexion d'un groupe. La prise de notes synthétique, surtout, ça doit vous donner un coup de main pour mettre en forme à la fin. On revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'organisation. C'est qui fait quoi, donc on n'hésite pas à reprendre des post-it et on aligne en face de qui s'occupe de quoi. L'interaction, il y a des vrais moments de solitude quand vous faites une présentation. D'aller chercher la métaphore, c'est le vrai rôle de PowerPoint normalement. Hein. J'insiste, dès que vous avez trop de texte, ça ne sert à rien. Il faut imager. Un PowerPoint sert à imager. Vous allez l'illustrer par des illustrations graphiques
Donc, comment on se lance? C'est une formation sur l'art du feedback et se mettre en scène. Donc le feedback, vous voyez ce que c'est, hein, c'est une boucle de rétroaction qui agit en retour. Ça va pour les ingénieurs, vous voyez bien. Et c'est réellement ça, c'est-à-dire en fonction de ce que l'autre émet, comment est-ce que je reprends les termes, ne pas hésiter à utiliser la bonne vieille reformulation, qui est quelque chose qui n'est pas facile, qui semble simple, mais pour un chef de projet, je vous parlais des outils de communication, c'est vraiment important, cet outil-là, de la reformulation, pour aider l'autre à avancer avec vous. Alors je vous parlais tout à l'heure de Veolia avec 19 projets qui pouvaient être défilés en très peu de temps. C'était 15 minutes à peine pour chaque projet. Alors le nom du projet, donc c'est une seule slide, aussi l'état d'avancement du projet, la date de fin prévue, le nom des personnes impliquées, et puis le projet en 50 mots. Maxi, hein, ça peut faire 10 mots, 15 mots. Et à tirer la substantique moelle. Donc la situation de départ, déjà un diagnostic qui est bon, et impact de la réussite. Et là, on revient à ce que vous dites, c'est-à-dire on va impliquer. Donc ensuite, si on confie au chef de projet ce petit tableau synoptique, moi je compare toujours ça au tableau de bord de votre voiture. Des réunions où on va parler du projet, c'est imbuvable. C'est-à-dire, ce que je suis en train d'évoquer, c'est comme si, pour voir si vous avez de l'essence dans votre réservoir, vous sortiez de votre bagnole, vous mettiez une ficelle, vous regardiez. Non, il faut que vous ayez des éléments rapides. Et ces éléments rapides, là par exemple, il y a écrit budget, s'il y a un dépassement, les raisons. Et puis surtout, à chaque fois, pour impliquer les gens, la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? Alors, d'une réunion à une autre, on ne va pas forcément bouger le début. Mais en revanche, la prochaine étape, à chaque fois, on va la mettre en route et on a une traçabilité. Ça va sur ces notions de slide rapide, c'est-à-dire vraiment de quelque chose qui soit un tableau de bord. Je voudrais vous parler du Sabon. Le Sabon, ça se lit dans ce sens-là. Alors ça symbolise quoi? S et O, on va d'abord taper sur le N. La N, c'est quoi? C'est la nouveauté. Et quand on met quelque chose de nouveau, c'est en général pour être plus efficace. Ça touche à quoi, à votre avis, immédiatement? À l'orgueil. C'est-à-dire, dès qu'on va dire, et je le vois pour accompagner des situations de changement, dès qu'on va dire, voilà, on va mettre telle technique en place pour que vous soyez plus efficace, ça sous-entend quoi? Qu'avant, vous n'y étiez pas. Donc c'est ça qui est ressenti, c'est une résistance au changement qui est énorme. On m'apprend quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'on remet en cause mon boulot. C'est que ça touche automatiquement là, à la sécurité. C'est-à-dire que si on ne passe pas par là, c'est de se dire « Oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais maîtriser l'outil? Je suis dans une zone de confort. Donc si on me demande d'aller vers quelque chose de nouveau, est-ce que je vais être capable de le faire ?» Donc automatiquement, ça touche à l'ambiance et au bien-être. Ça va se dégrader. Alors tout est relié, bien évidemment. Il faut savoir que chaque chose que vous faites, qui n'est plus dans cette zone de confort, va susciter un frein. Mais ça, c'est tout à fait normal et légitime. C'est l'insécurité. C'est-à-dire tout à coup, si je suis chef de projet, qu'on me pose une question, que je n'ai pas la réponse, grand oral, ça ne va pas le faire. Donc de ce fait, on se fige, on se ferme. Alors, il faut pouvoir faire confiance à l'autre, encore une fois être bienveillant pour savoir qu'on sait rebondir sur ce que dit l'autre. Ça, c'est très très important. Dans l'innovation, dans le côté agile, c'est ce qui est primordial. Merci beaucoup, j'espère que c'était clair. Merci.